On va reprendre l'après-midi en fanfare avec Coralie David qui va nous parler de plein de choses intéressantes. S'il vous plaît. Vas-y Coralie. Déjà, merci Vivien pour l'introduction, ça va bien faire le lien. Donc en fait, on oppose parfois narration au système de jeu. Et pourtant, jeu et narration ont en commun de mettre en scène des conflits, et le jeu de rôle tout particulièrement modélise ces conflits à l'intérieur d'une narration. Le système de jeu répartit le pouvoir des joueuses sur la création de ces conflits et leur issue. Donc non seulement le système et narration, ça ne s'oppose pas, mais plus important, le système de jeu, c'est ce qui permet la narration en jeu de rôle, et d'une façon spécifique au jeu de rôle sur table en tant que média, à mon avis. Donc voilà, on va voir comment c'est des moyens, ces systèmes, de permettre d'encadrer et de provoquer la créativité narrative et diégétique des joueuses. Donc très vite, quelques définitions utiles. Donc pour moi, le système de jeu, c'est l'ensemble des procédés qui permet un rapport interactif et intercréatif à la fiction. Donc je prends le système de jeu au sens large, c'est-à-dire tout ce qu'on applique autour de la table, les règles, les mécaniques, ce qu'il y a dans le livre de base, les conseils OMJ, les règles maison, l'univers, ce qu'on définit dans chacun de notre groupe. L'intercréativité, pour vous la définir, pour moi, c'est ce qui constitue l'essence du jeu de rôle, c'est-à-dire qu'elle permet de co-créer une fiction au lieu de limiter les choix des récepteurs au simple fait de réagir à un contenu qui leur est proposé. Et en cela, c'est un prolongement de l'interactivité. Elle est rendue possible au terme de 3 étapes qui commencent dès la création d'un jeu jusqu'aux parties qui permettent de jouer. Donc c'est lors des parties elles-mêmes qu'on peut parler d'intercréativité. Donc ces 3 étapes, la première, c'est la disruption du bloc fictionnel. En gros, on identifie et on désolidarise des éléments qui composent les mécanismes et les codes d'un bloc fictionnel. Donc tout bêtement, c'est Arneson et Guy Jacques, ils lisent des romans de fantasy, ils trouvent ça super, et ils identifient un peu les codes de genre, et en fait, ils les extraient, ils les cassent, et en gros, ils passent à l'étape numéro 2, la systémation, ils transforment tous ces codes de genre en mécanique de jeu que les joueuses vont s'approprier en fait. Et ensuite, tout ça aboutit à une réorganisation narrative, donc du matériau fictionnel qui va être créé par les joueuses pendant la partie. Donc ce matériau, il est d'une part fourni par le jeu et d'autre part créé par les joueuses. Et c'est pour ça qu'on parle d'un média intercréatif. Cette intercréativité, elle est démiurgique et narrative. On intègre certains éléments déjà connus, on en crée de niveau, et on va réagencer tout ça pour créer une nouvelle unité, une nouvelle narration autour de la table. Donc c'est ça qui nous intéresse aujourd'hui, comment le système de jeu ne gêne pas cette réorganisation narrative, mais la permet en engageant les joueuses dans la narration. Autre notion qui va être très utile, c'est l'autorité générative et résolutive. Donc en gros, le jeu de rôle nous engage en nous donnant du pouvoir sur la fiction, et il existe 2 types de pouvoir. Donc d'une part, l'autorité générative, celle qui va ériger les éléments diégétiques, c'est-à-dire ceux qui composent l'univers, et l'autorité résolutive, celle qui préside à la prise des décisions durant la partie selon le principe de l'homme-play que vous avez. Donc le système, c'est le moyen par lequel chaque groupe de joueurs arrive à un accord sur le contenu de l'espace imaginaire commun. Donc en gros, voilà, l'autorité résolutive, c'est comment on résout, pour Marc Briand, il a mis les conflits, mais on peut l'étendre à toutes les situations incertaines. Autre notion importante, définie par Raphaël Baroni, c'est la tension narrative, à savoir le phénomène qui survient lorsque l'interprète d'un récit est encouragé à attendre un dénouement. Cette attente étant caractérisée par une anticipation teintée d'incertitude qui confère des traits passionnels à l'acte de réception. Donc le mot passionnel est important parce qu'on va pas mal parler d'émotions. Donc en jeu de rôle, la joueuse étant une réceptrice active, la tension narrative, en fait, elle n'arrive pas seulement quand elle attend, mais surtout quand elle agit. Et c'est même là qu'elle est la plus intense. Donc notre problématique, c'est comment le système de jeu de rôle engage-t-il les joueuses dans la partie en les obligeant à co-créer des éléments narratifs et diégétiques. Pour cela, je vais baser mes exemples sur 3 systèmes de jeu, afin d'analyser la manière dont ils se posent comme ces instruments de création. En fait, c'est 3 titres emblématiques de 3 époques assez différentes. Et ils m'intéressent en fait parce que pour moi, c'est des jeux de rôle classiques, mais qui répartissent le pouvoir créatif de façon un peu atypique. Mais globalement, pour moi, ça reste des jeux de rôle quand même assez classiques. Donc on a deux jeux qui appartiennent au genre de la fantasy et un autre au post-apo. Donc Ars Magica de 87, il permet de jouer des mages au XIIIe siècle, sur une base, on va dire, globalement historique. Ces mages font partie d'une alliance, c'est important, qui désigne à la fois l'endroit où ils vivent ensemble et le groupe qu'ils forment. Ensuite, on a Everway, sorti en 95, qui remplace les dés par des cartes. Alors en fait, c'est très simple, c'est des cartes comme ça. Si vous tirez une carte pour résoudre une situation incertaine, si vous la tirez à l'endroit, c'est positif, si vous la tirez à l'envers, c'est négatif. Sachant que pour interpréter ce qui se passe dans la fiction, le MJ va devoir
s'inspirer de la symbolique de la carte. Donc là, ici, c'est la carte de l'ermite. La valeur positive de l'ermite, c'est la sagesse. Sa valeur négative, c'est l'isolation. Donc en fait, c'est un jeu de rôle de fantasy où on incarne des individus qui peuvent passer dans les différents plans du multivers, qu'on appelle des sphères et qui sont reliés par des portes. Et enfin, le dernier jeu, Apocalypse World, on joue des survivants dans un monde post-apo. Donc en gros, on va voir déjà comment ces systèmes ils donnent de l'autorité générative aux joueuses au-delà de leur propre personnage, comment ils les impliquent dans la création des moteurs narratifs de la partie, et comment ils les engagent émotionnellement en générant la tension narrative et en montrant les enjeux de la partie. Et enfin, on verra comment ils permettent aux joueuses de construire leur propre réseau narratif. Hop, donc je commence avec la première partie, donc donner de l'autorité générative aux joueuses au-delà de leur propre personnage. Donc déjà, dans Ars Magica, on va redistribuer les autorités. C'est-à-dire que l'Alliance, en fait, quand on crée le groupe de l'Alliance entre PJ, entre joueuses et MJ, pardon, en fait, on crée 3 types de personnages. Donc chaque joueuse va créer un mage, donc les plus puissants, les compagnons qui ont des capacités exceptionnelles et aident les mages, et les mercenaires, en gros, c'est des guerriers que tout le monde peut jouer. Là-dessus, non seulement on a 3 personnages qu'on va pouvoir interpréter à tour de rôle durant les parties, et pour cause, parce qu'en fait, dans Ars Magica, il y a un système de MJ tournant. Chaque joueuse va prendre la place du MJ pendant le temps d'un scénario, donc chacun va alterner entre les personnages. Donc le fait de rendre ces autorités génératives et résolutives tournantes, ça oblige toutes les joueuses à s'engager dans la création diégétique et narrative au-delà de leur personnage, et ça multiplie les niveaux d'implication qu'elles peuvent avoir dans la partie, parce que bon, déjà elles agissent par le biais de plusieurs personnages, mais aussi plus largement dans la création d'intrigues et des éléments d'univers qu'elles génèrent en tant que MJ. Pour Everway, ça va être un peu différent, on va impliquer les joueuses dans la création des autres PJ, c'est-à-dire que chacun crée son personnage dans son coin, de façon classique, et puis ensuite on va se poser des questions entre nous. Donc d'abord des questions générales, de quel royaume tu viens. Ensuite on va avoir des questions qu'on va mettre un peu plus en intrigue la personnalité du personnage, du genre comment ta famille elle a réagi quand tu as renoncé au trône. Et plus intéressant encore, on peut poser des questions directement à la joueuse, qui permettent par exemple de déterminer des éléments dont le personnage lui-même n'a pas conscience. Par exemple, qu'est-ce que tu sais concernant ton héroïne qu'elle ignore elle-même? Et enfin, les questions, elles peuvent considérer les relations entre les personnages. Donc, comme quand on fait un background tout seul, bah voilà, on investit les PJ d'une réelle épaisseur, déjà démiurgique, parce qu'on crée aussi tous les pans de monde qui vont avec notre personnage. On impulse aussi des dynamiques narratives, parce qu'on crée aussi les ennemis, les problèmes et les objectifs de personnages qui peuvent être des déclencheurs d'intrigues. Sauf que là, comme toutes les joueuses injectent ces éléments dans les autres personnages, en fait, on va tisser tous ces embryons de liens narratifs ensemble. Dans Apocalypse World, la forme que ça prend, c'est qu'on laisse l'autorité générative aux joueuses. En fait, on a un univers qui est très très peu défini. Et en fait, les joueuses vont le déterminer au fur et à mesure de la narration. Donc, en fait, le MJ demande beaucoup de retourner toutes les questions que posent les joueuses pendant la partie sur l'univers, de leur retourner la question pour que ce soit elles qui le définissent. Par exemple, si je demande au MJ à quoi ressemble la décharge qui est autour de notre domaine, et ben, il va me répondre très bonne question, à quoi elle ressemble. Et puis il va noter, et puis ça va faire partie de l'univers. Donc automatiquement, les joueuses sont obligées de participer au processus démiurgique, et le MJ a pour tâche de prendre en compte les apports de tout le monde pour que ça retrouve sa trace dans la narration. Donc en conclusion de cette première partie, en permettant aux joueuses de créer des éléments diégétiques au-delà de leur PJ, ça les implique davantage dans l'univers, parce qu'elles vont se l'approprier plus largement, et elles seront plus enclines à vouloir réinjecter les éléments qu'elles ont créés dans la réorganisation narrative qu'est la partie. Donc on va passer à la seconde partie, donc impliquer les joueuses dans la création des moteurs narratifs de la partie. Donc par moteur narratif, j'entends tout ce qui pousse les personnages à agir, motivation, les oppositions, etc. Dans Ars Magica, c'est les joueuses qui vont en partie créer leurs propres oppositions. Donc par exemple, quand on crée l'alliance, en fait, il y a une création technique, c'est-à-dire que l'alliance, le groupe, il va avoir des caractéristiques, des points forts ou faibles. On va avoir un nombre de points à répartir. Et déjà, en choisissant de mettre plus ou moins de points dans tel ou tel carac, et ben en fait, on va déjà impulser les enjeux narratifs. Par exemple, dans l'exemple qui est donné dans le livre, si le groupe a un score de -3 avec la noblesse et de +2 avec les paysans, ça prouve que les paysans vont être coopératifs et la noblesse hostile, et que la lutte politique entre nobles et serfs, c'est une dynamique de conflit que les joueuses, elles vont vouloir voir jouer un rôle dans la narration. Et là, elle l'indique au meneur de jeu. Dans Everway, chaque personnage va déterminer son objectif, sa force, sa faiblesse et son défi.
Donc la motivation, c'est c'est la raison qui pousse en fait le héros à voyager. Donc comme c'est de la fantaisie, ça reste de la fantaisie très classique. Enfin, sa faute, c'est son point faible. Et sa vertu, c'est évidemment son point fort. Mais plus intéressant, elle va déterminer son destin. Ça va représenter le but du héros. Et en fait, c'est représenté par des valeurs que la joueuse choisit dans les cartes de fortune. Par exemple, si je prends 3 cartes pour composer un personnage, je vais vous prendre ça... Ouais, bon, peu importe, je vais passer un peu vite parce que j'ai peur que ce soit un petit peu long. En fait, le plus important dans tout ça, c'est qu'une fois que la vertu et le vice sont choisis, en fait, on va choisir une carte de destin qui va être en fait la tension, en fait, l'arc narratif du PJ pendant les scénarios qui vont venir et que le MJ devra prendre en compte. Donc, par exemple, si je prends l'ermite, donc l'isolation et la sagesse, mon personnage, il va osciller entre ces 2 pôles. Et en fait, pendant le scénario, ça va impulser des intrigues et le MJ va faire ses scénarios en fonction de tout ça, en fait. Donc, du coup, on a vraiment une mise en tension des personnages narratifs qui vont choisir dès leur création, et ça va être au MJ, en fait, de réinjecter tout ça. Dans Apocalypse World, on va demander aux joueuses de créer des moteurs narratifs dans une situation donnée. Par exemple, Apocalypse World, on commence pas mal de faire des ellipses. Par exemple, dans l'exemple qui est donné dans le jeu, en fait, le MJ met 2 personnages dans un 4x4. Ils sont cachés, et autour d'eux, il y a leurs ennemis, un gang, qui sont en train de monter le camp. Et là, le MJ pose la question aux joueuses, mais qu'est-ce que vous foutez là ? Dans cet exemple, donc en fait, le MJ, il annonce aux joueuses une situation donnée, leur personnage donc se cache, et il leur demande par la suite de remplir elles-mêmes le blanc de l'ellipse et de faire en somme une espèce de retour en arrière rapide pour leur permettre d'imaginer les raisons et les événements, donc les moteurs narratifs, qui les ont mis dans cette situation. Et donc automatiquement, même si lui, il a créé la situation, c'est elles qui vont dire, les joueuses, comment on en est arrivé là. Et voilà, leur création à ce moment-là, ça va être directement intégré dans la narration, comme si ça s'était passé. Donc en conclusion sur cette partie, en permettant aux joueuses de créer des moteurs narratifs, ça les engage davantage car elles choisissent les éléments qu'elles souhaitent voir émerger pendant la réorganisation narrative qui est la partie. Donc elles en sont vraiment à l'origine, elles ne sont pas que passives. Hop, donc dans la 3e partie, on va parler d'engagement émotionnel, en générant la tension narrative et en montrant les enjeux de la partie. Donc vous connaissez peut-être le principe de CG qui dit que quand une personne et l'auteur de l'adversité rencontrent le personnage et sa résolution, la partie, elle n'est pas marrante. Donc pour appliquer ce principe, les jeux de rôle, ce qu'ils font, c'est qu'ils ont un système de résolution spécifique pour la plupart. Et comme on donne une partie de l'autorité résolutive à ce système, en fait, il devient un acteur narratif. Et il joue un rôle dans cette tension narrative. Comme l'explique Baroni, le principe d'incertitude génère la tension narrative et le plaisir. Et cela fonctionne de la même manière en jeu de rôle. Et les systèmes de résolution aléatoire, c'est vraiment une incarnation de cette notion qui marche vraiment très très bien. Parce que quand on va lancer le dé, on est vraiment dans ce moment de l'incertitude, quoi. Donc, pour augmenter tout ça, Ars Magica, par exemple, il va mettre en place un procédé qu'on connaît tous maintenant, qui s'appelle le botch die. Donc, le botch die, en fait, vous faites une action sur un dé 10, vous lancez son dé 10 auquel vous ajoutez une carac pour voir le résultat. Si vous faites un 10, l'action est simplement ratée. Par contre, si vous allez relancer le dé, et si vous refaites un 10, là, vous allez faire un échec qui va être avec des conséquences, on va dire, qui vont être beaucoup plus graves, et ainsi de suite. Donc en fait, on a vraiment une espèce de gradation dans l'incertitude, parce qu'on va déployer l'incertitude comme ça pendant le système de résolution, et ça va faire monter cette émotion de plus en plus, quoi. Et là, c'est une spécificité fondamentale du système de jeu de rôle, c'est qu'en répartissant l'autorité résolutive, il va redistribuer l'incertitude entre les joueuses, et puis il va s'en octroyer, lui, une part plus ou moins importante, parce que pour que le jeu soit intéressant, il faut qu'il y ait un équilibre. La joueuse, elle contrôle une partie des événements, comme les actes de son personnage, mais une partie seulement. Et pour qu'elle soit encore surprise par les dés ou les autres joueuses, et qu'on ait le plaisir de l'incertitude, il faut que certains événements quand même échappent à son contrôle, sans pour autant qu'elle se sente spoilée de son pouvoir, elle, sur la partie, de son pouvoir intercréatif. Donc du coup, le système de résolution, il joue un rôle dans la narration, parce qu'il crée des rebondissements, de l'inattendu, et donc des émotions qui sont liées à tout ça autour de la table. Mais il maintient une cohérence selon les codes du monde.
Et les procédés hyperboliques comme le botch dive ou les explosifs, c'est des moyens un peu d'hypertrophier toutes ces émotions liées à l'incertitude. Et donc ce plaisir lié à l'incertitude, c'est aussi ce qui nous engage dans la fiction d'une façon générale. Dans Everway, on va montrer les enjeux narratifs par le choix d'une méthode de résolution. Dans Everway, en fait, quand vous avez un combat, vous avez 3 façons de le résoudre. Et c'est le MJ qui va les choisir. Donc soit le MJ va résumer l'issue de l'affrontement, donc pour reprendre les catégories de Genette, ça va être une ellipse, il donne directement le résultat. Ensuite, il y a ce qu'on appelle la narration à une carte. On tire une seule carte, ça se passe pas bien, ça se passe bien. Il discute un tout petit peu avec la joueuse pour qu'on s'attarde sur les événements les plus significatifs du combat, mais c'est réglé en une carte. Et ensuite, il va y avoir la 3e méthode, c'est la blow by blow, donc qui est un peu plus proche de ce qu'on a l'habitude de voir en jeu de rôle classique, où en fait chaque carte équivaut à une action que le héros entreprend, quoi. Et donc finalement, le choix de la méthode que va privilégier le MJ, elle passe un message sur le statut de ce combat dans la narration. En gros, s'il est crucial, évidemment, on va peut-être faire du blow by blow, mais si on s'en fiche, on va directement passer à la première, quoi. Et au final, le MJ, quand il fait ça, il montre, sans le dire, l'importance d'un combat dans l'histoire. Donc voilà, là, le système de résolution, il vient souligner un enjeu narratif et montrer aux joueuses que ses répercussions sur la narration et le monde auront de l'importance. Dans Apocalypse World, l'incertitude, on va la déployer, on va l'étaler en fait sur plein de niveaux en diversifiant les répercussions potentielles d'un jet. Donc en gros, Apocalypse World, c'est pas compliqué, on fait la somme de 2 dés à 6 faces auxquelles on additionne une carac, quoi. Donc en fait, chaque jet de dés est important dans ce jeu, c'est dit vraiment dans tout le jeu, parce qu'il faut que ça symbolise à chaque fois une prise de décision forte dans l'univers, avec un véritable enjeu narratif. Et donc le système de résolution, il prévoit plusieurs paramètres pour déployer cette incertitude dans le temps. Dans Apocalypse World, les PJ ont des moves, qui sont des actions qu'ils peuvent faire, et donc dans les moves généraux que tous les PJ peuvent faire, il y a agir face au danger. Donc le jeu dit, quand tu cherches à accomplir quelque chose malgré un danger imminent, en fait tu lances D plus cool. Sur 10+, tu y arrives. Sur 7-9, tu cafouilles, tu hésites ou tu lambines. Donc le MJ peut te proposer soit une issue foireuse, soit un choix difficile, soit un prix à payer. Et sur 6-, on a encore une liste d'options qui sont en fait des moves de MJ, comme c'est parler, capture quelqu'un, et quand vous faites 6-, et là, le MJ a le droit de faire un de ces moves. Donc, comme d'habitude, sur ce système-là, on a une réussite ou un échec dans un premier temps, mais ensuite, il y a les listes de conséquences possibles, et là, on ajoute toujours des nouveaux éléments, l'action entreprise, et donc des dimensions supplémentaires, où on va, comme ça, un peu empiler les niveaux d'incertitude. Donc c'est un système de résolution en fait autour de la table qui crée un effet assez boule de neige et qui renouvelle en fait et réalimente vraiment sans cesse l'incertitude et donc le plaisir qu'on a qui est créé par la tension narrative. Donc la joueuse, elle n'a pas juste raté son jet. Dans ce cas-là, il y a une conséquence qui est chargée narrativement, c'est pas neutre. Donc en densifiant les conséquences de chaque jet, Apocalypse World leur donne vraiment un impact narratif très fort. Donc en conclusion de cette partie, en prenant une part de l'autorité résolutive, ces systèmes de résolution engagent les joueuses dans la partie en leur faisant ressentir l'incertitude amenant la tension narrative, en leur montrant l'ampleur des enjeux et en donnant de réelles conséquences aux actions de leurs personnages sur la narration. Hop, on va passer à la dernière partie, qui est de permettre aux joueuses de construire leur propre réseau narratif pendant la partie. Dans Ars Magica, donc comme je l'ai dit, c'est un jeu classique où on a des scénarios assez prédéfinis. Mais le jeu, il va prévoir de donner une grande part, enfin une certaine part d'autorité générative sur la narration avec les Whimsy Cards. C'est en gros des cartes de caprice, de fantaisie. Et en fait, en début de chaque partie, on en donne une face cachée à la joueuse. En fait, dessus, il y a un thème. Donc ça peut être la pitié, la malice, la cupidité. Ça peut être un événement, aide inattendue, soudain retournement. Et en fait, la joueuse, elle joue cette carte quand elle veut, elle l'interprète quand elle veut, et à ce moment-là, elle devient MJ en fait. Elle prend la part sur la narration et elle introduit un élément. Donc ça peut être très varié. Si j'ai cupidité, ça peut être un créancier qui vient réclamer son dû, le frère d'un PJ qui est jaloux, qui vient essayer de le tuer pour reprendre sa place d'héritier, ça peut être plein de choses. Et au final, que ce soit bénéfique pour les personnages ou pas du tout, peu importe, le but, c'est de pouvoir générer des pans d'univers pour leur donner un rôle immédiat et intéressant dans la narration. Ce que dit le jeu, en fait, c'est que la règle numéro 1 pour les utiliser, c'est de rendre l'histoire plus intéressante. Donc il oblige les joueuses à faire preuve de créativité pour intégrer à la partie des éléments de leur cru et à faire prendre une direction à la narration qu'elles choisissent. Et là, pour le coup, peu importe ce que dit le scénario écrit. Dans Everway,
on va avoir des méthodes pour créer assez facilement des dynamiques narratives. Donc en fait, comme je vous l'ai dit, c'est un jeu où on se balade de monde en monde. Et en fait, le MJ, pour créer un monde sur le pouce, il va faire comme avec les personnages. Il va définir, en tirant une carte, la force, la faiblesse avec éventuellement une autre carte, et en fait, ce qu'on va appeler le fate du royaume. Donc en fait, c'est pas des choses qui sont figées en fait, c'est des dynamiques. Par exemple, si jamais, là j'ai toujours l'ermite, donc entre l'isolation et la sagesse, on peut imaginer que la cité, elle aussi, entre le fait de vouloir s'isoler parce qu'elle a beaucoup de connaissances, et le fait d'utiliser ses connaissances pour faire le bien. Et en fait, ça, c'est pas figé. En fait, les PJ vont choisir en fait la manière dont ils vont agir dans cette cité après, et la manière dont ils vont résoudre ou pas tout ça. Donc en fait, c'est un outil, bon, évidemment, il faudra développer un peu plus, mais c'est un outil qui est narrativement fécond à disposition du MJ pour créer une base, et en fait, ça détermine rien la place des joueuses du cours que prendra la narration. Parce que voilà, il y a des tensions, et c'est elles qui vont choisir d'encourager ou pas d'un côté ou de l'autre. Donc en d'autres termes, là, si le MJ prend une grande part de l'autorité générative de la cité, l'autorité résolutive, elle reste entre les mains des joueuses qui vont tisser leur propre réseau narratif à partir de ce canevas. Elles vont choisir comment elles vont s'intégrer, les parties qu'elles vont prendre et finalement la direction que la narration va prendre. Dans Apocalypse World, on va laisser les joueuses créer la narration en les confrontant à l'opposition. En fait, bon, comme je vous l'ai dit, jeu et narration, pour moi, ils ont en commun de mettre en scène des conflits. Et les seules choses que doit préparer le MJ dans Apocalypse World, c'est des forces oppositionnelles qu'on appelle des fronts, en fait. Les fronts, c'est des oppositions au sens très large qui vont pousser les joueuses à agir. Donc en fait, il ne crée pas une histoire prédéfinie, le meneur de jeu, comme un scénario classique. Il donne en fait des raisons d'agir aux joueuses. Et pour créer ces forces d'opposition, en fait, le jeu, il donne un outil qui prend la forme de choix en entonnoir, c'est-à-dire qu'on choisit un problème originel. De ce problème vont découler 4 menaces qui sont liées. Et ces menaces, c'est des incarnations concrètes de ce qui va mettre les PJ en danger. Donc finalement, le fait que toutes ces menaces s'entremêlent autour d'un ton commun, le front, ça évoque un peu l'idée de campagne, mais ici, l'auteur, en fait, il met en place l'auteur du jeu a mis en place des outils pour annihiler la prédétermination des événements. En fait, ce que dit l'auteur dans le jeu au MJ, c'est préparer les circonstances, les pressions, développer les actions des PNJ, mais vraiment, et j'insiste là-dessus, et il utilise plein de gros mots pour le dire, ne créez pas de futures scènes dans lesquelles vous allez pousser les PJ à toute force pour qu'ils rentrent dedans. C'est vraiment eux qui font la narration. Donc en fait, ce jeu, il génère un contexte narratif plutôt qu'un enchaînement d'événements. Le MJ ne prépare pas un contexte inerte ou un scénario figé, il crée un réseau capable de faire réagir l'univers aux actions des joueuses. Et la réorganisation narrative, elle va naître de cet entrelacement entre leurs différents apports créatifs. Donc en conclusion de cette partie, en faisant en sorte que ce soit les actes des joueuses qui guident la narration, les systèmes donnent plus d'impact à leurs décisions, ce qui les engage d'autant plus dans la partie. Donc pour une conclusion plus générale, donc voilà, la question à laquelle on a répondu, c'est comment les systèmes ils engagent et obligent les joueuses à co-créer des éléments narratifs et diégétiques. Déjà en permettant l'appropriation et la maîtrise des éléments qui composent l'univers au sens large, qui est le premier matériau dont vont se saisir les joueuses lors de la réorganisation narrative que sont les parties. En les poussant à imaginer et à mettre au cœur de la partie les éléments moteurs et les enjeux qu'elles et personne d'autre ont envie de voir émerger pendant la partie. En donnant à leurs décisions de réelles conséquences sur les enjeux, notamment les plus importants qui seront seuls guides de leur organisation narrative afin qu'elles ressentent intensément la certitude qui provoque le plaisir de la tension narrative. Et en faisant en sorte que leur organisation narrative soit une réelle mise en réseau des éléments créés par le MJ, ceux fournis par le jeu et les apports créatifs en fait, que vont donner les joueuses. Donc autant qu'un cadre pour la créativité des joueuses, en fait, le système de jeu a pour but de permettre à tout le monde de s'emparer des éléments créés par les autres et surtout d'en créer soi-même. La fiction, elle se construit sur les bases des apports de tout un chacun et c'est pour cela que pour le jeu de rôle, je préfère plus parler de storytalking que de storytelling parce que la fiction, elle se construit sur la base d'un échange qui est constant et concomitant par opposition au fait d'alterner, en fait, de façon binaire, l'autorité générative et résolutive.
Donc l'intercréativité diégétique et narrative permise par le jeu de rôle, c'est un processus d'entrelacement et pas d'alternance. Et le système de jeu, en fait, il ordonne et permet à cette création fictionnelle entrelacée, sans pour autant la cloisonner ou la dicter. Donc on l'a défini, le système de jeu, comme l'ensemble des dispositifs qui permettent un rapport intercréatif à la fiction, mais surtout, il oblige les joueuses à donner un sens narratif à ces manifestations en occurrence. Il les engage par là dans un processus de création qui va être collectif, conversationnel et présentifié, et donc sous une forme globale qui est quand même narrative. Voilà. Alors bonjour. Peut-être que j'ai pas suivi le début finalement, et je me demandais pourquoi prendre ce point de vue du système de jeu et des joueuses, et pourquoi pas des joueurs en général finalement. Est-ce que le système de jeu et les règles, enfin c'est pas une question piège, j'essaie de comprendre. Non, mais je la connais, t'inquiète pas. Et pourquoi Joueuse, en fait, c'est ma faute, j'aurais dû l'expliquer au début. C'est juste un choix, un bête choix, de lieu de dire joueur, je dis joueuse, mais en fait, c'est englobant. D'accord. Voilà, donc c'est pour tout le monde. Donc en fait, voilà, ouais. Ça n'a rien à voir avec ça. Mais c'est ma faute, j'aurais dû le préciser en entrée de communication, parce que c'est vrai que ça surprend. Donc voilà, ça c'est pas que pour les joueuses, mais c'est juste que, au lieu de mettre un neutre masculin, j'ai mis un neutre féminin, en fait. Non, d'accord. Voilà. Bon, c'est très bien. Je suis content. Désolée pour la confusion, j'aurais dû préciser. Non, mais il n'y a eu pas de confusion du coup. Mais du coup, je me demandais, effectivement, vous voyez les choses à partir du game, ouais. Des règles du jeu, et est-ce que vous avez aussi des éléments sur le play, et donc sur l'expérience qui engage, et la culture ludique, peut-être, par rapport à ces jeux-là? Est-ce que ça pourrait apporter un autre pour moi, point de vue? le game et le play, c'est des notions qui sont complémentaires et vraiment pas opposées. Et c'est ce que j'ai essayé d'expliquer là, en fait. C'est que très souvent, c'est des notions qu'on va opposer. On va dire le système de résolution, ça gêne le fait de raconter. Et suivant les jeux et suivant comment on les entreprend, tout ça, et quand le jeu est bien designé, et quand les joueuses l'aiment bien et arrivent bien à s'en saisir, en général, tout ça, ça fonctionne ensemble et ça s'enrichit et les deux sphères se nourrissent l'une de l'autre. Ce que j'aime dire, c'est que par exemple, le play, ça va être, on va dire, l'espèce de force créative qu'on a tout seul dans la tête quand on imagine plein de choses, quoi, notre imagination, et que le game, ça va nous permettre de le socialiser. C'est-à-dire que le game, ça va nous mettre des règles et ça va nous permettre de le faire tous ensemble et de respecter la parole des uns des autres et toutes nos imaginations qu'on n'a que dans nos têtes, toutes de les mettre en commun. Donc pour moi, c'est deux dynamiques qui ne sont pas du tout opposées, qui sont complémentaires. On peut les opposer, on peut les différencier et on a tous connu ces combats qui duraient trop, on n'arrivait pas à raconter une partie intéressante parce qu'on faisait trop de jets, mais au final, c'est peut-être parce qu'on n'avait pas pris le temps d'adapter l'un à l'autre en fait. Donc je ne sais pas si ça répond à ta question, mais pour moi, le play et le game ont vraiment une dynamique qui est très très complémentaire en fait. Exactement, c'est exactement ça que je voulais dire. On parle de co-créer la narration entre joueuses. Donc tu évoques d'une part une sorte de création, ouais. C'est-à-dire la joueuse... va créer des choses qui dépassent son personnage, ouais. Un petit peu en surplomb, ouais. mais aborde aussi un autre aspect, notamment par le système de jeu, l'idée de donner une importance aux actes des joueuses. Donc est-ce que c'est une façon de souligner en fait une créativité de la joueuse qui passerait par la créativité du personnage qui développe des solutions originales pour résoudre des problèmes, ou peut-être aussi l'exemple de personnages qui vont crafter, qui vont créer des fiefs, des maisons, voire même pourquoi pas qui vont créer des enfants dans le cadre de lignées. Et du coup, est-ce que tu peux répéter la question, s'il te plaît? En fait, dans la présentation, tu parles beaucoup de création démiurgique. Ouais. Mais j'ai le sentiment qu'à travers le système de résolution se dégage aussi la question de la créativité par le biais du personnage. Est-ce que ça fait partie de cette co-création de l'histoire par les joueuses? Tout à fait. En fait, pour moi, là aussi, les deux choses s'entrelacent pas mal parce qu'en général, si tu crées un nouvel événement de l'univers pendant la partie, très souvent, tu vas le réutiliser. C'est tout bête. Mais par exemple, tu vois Feng Shui, le système de résolution de Feng Shui, quand il va te dire que tu peux inventer que derrière les méchants, il y a une bonbonne toute rouge avec une grosse croix dessus et que tu peux tirer dedans pour la faire exploser.
Là, en fait, le système te donne un outil où tu fais une création diégétique, démiurgique, et ensuite tu l'utilises tout de suite dans la narration. Et effectivement, la plupart des jeux de rôle, et même c'est pour ça que j'ai pris des jeux de rôle qui, pour moi, ont globalement une répartition de l'autorité qui est classique, mais qui ont des petites choses en plus dans leur système qui font que c'est pas si classique que ça comme répartition d'autorité. Justement, pour montrer que de toute façon, l'intercréativité elle a lieu tout le temps, pour moi, peu importe le jeu, parce que même dans un jeu ultra classique, à partir du moment où tu crées un perso, déjà, tu crées un plan d'univers. Donc, tu as créé quelque chose dedans. Et c'est comme ça que fonctionne le jeu de rôle. Et effectivement, ce que tu décris, le fait que, même si on passe uniquement par le biais du personnage et pas du reste, comme nous proposent tous ces sous-systèmes, on crée déjà du monde. Et pour moi, tous les jeux de rôle, en tout cas ceux où on joue un personnage, fonctionnent comme ça. C'est-à-dire que de toute façon, le simple fait de jouer le personnage fait que tu crées plein de choses et que tu les mets en réseau, en fait. Oui, rapidement. J'achète complètement l'expression story talking, parce qu'il ne faut pas oublier que justement la narration à la base c'est bien être autour pour créer communauté, et que c'est pas forcément quelqu'un qui balance l'info. J'achète complètement l'expression. Donc là, je parlerai de joueuse. La question que j'avais aussi un peu pour la dernière présentation de ce matin, c'est je me pose quand même la question de l'input du meneur de jeu, du master, un peu comme narrateur. Tu donnes l'exemple au début, c'était sur Apocalypse World, vous êtes dans une voiture, qu'est-ce que vous faites là? Est-ce qu'il n'y a pas quand même toujours une espèce de nécessité d'input, même sur des jeux qui laissent la place narrativement? Alors après, là, c'est très démiurgique, parce que c'est dans le néant, petite création on pousse pour voir ce que ça peut donner. Est-ce qu'on peut s'en passer? Est-ce que aussi dans le jeu même en permanence, et moi là en ce moment je fais une partie sur Cthulhu, je les ai mis dans un bac à sable. Il y a 20 PNJ, ils savent pas quoi faire. Faut pas leur faire confiance. Voilà, voilà. Mais si justement, pour le coup, ils peuvent. Mais voilà, ils sont perdus. Et je me pose la question de ce petit MacGuffin, pour parler un peu au cinéma, il se passe rien. Au bout d'un moment, même les joueurs se disent mais ouais, qu'est-ce que je suis censé faire là? Qu'est-ce qui se passe? Tout ça, finalement, en fait, nous, ça a été dit aussi dans ta présentation ce matin. J'ai oublié ton prénom, Christophe, c'est ça? En fait, c'est que nous, on voit ça, la répartition de ces autorités, on voit vachement ça, la tâche du MJ, la tâche de la joueuse. Mais en fait, au final, ce qui est intéressant, c'est de se détacher de ça et de voir comment toutes ces tâches elles peuvent se répartir différemment autour de la table. Alors après, ça va dépendre de ton groupe, de sa personnalité, parce qu'il y a des joueuses qui aiment pas, qui aiment être plus drivées, qui aiment qu'on les mette des situations qui soient une medias res et qu'elles sachent tout de suite quoi faire. C'est un goût comme un autre, hein, ce n'est pas sale. Et au final, ça dépend vraiment des jeux, mais de toute façon, même les jeux sans meneur, de toute façon, à un moment donné, cet input, il va être mis. Même s'il n'y a pas de meneur, parce que tu vois, en fait, c'est pas un statut, c'est une fonction. C'est juste qu'on assimile ces fonctions à des statuts. Et ce qui est intéressant avec ces jeux, pourtant, voilà, Ars Magica, sorti en 87, tu ne dis pas c'est un story game, c'est un jeu indé, c'est un jeu machin, pas du tout. Pourtant, il a tous ces éléments-là. Quand tu parles de MJ tournant, tu vois, tu dis, c'est fou, quoi. Dans une campagne, moi, j'ai fait ma petite campagne, et puis machin, il va MJter, il va tout me casser, il va reprendre certains morceaux d'intrigue que pour moi, ça n'allait pas du tout là. Ça remet quand même vachement l'autorité du meneur de jeu en cause, quoi. Mais au final, sur ta table de Cthulhu, et en fait, il dit la même chose dans Apocalypse World, c'est que dans Apocalypse World, on dit au meneur de jeu, vous prenez la parole dans telles conditions, et notamment quand, en gros, il se passe rien, ou quand les joueuses vous regardent, ou voilà. Donc, on a conscience de ça, ça fait aussi partie, justement, de cet entrelacement, en fait. Et soit des fois les joueuses vont mettre cet input, soit des fois elles vont pas le faire, peu importe. Mais en tout cas, voilà, c'est des fonctions. Et donc, ces fonctions, quand on les détache un peu des statuts joueuses MJ, on arrive comme ça à faire des systèmes. Et c'est pour ça que pour moi, les systèmes sont super importants là-dedans, parce qu'à un moment donné, ils vont le formaliser. Et en plus, ils vont te donner des outils pour le casser, du genre la Whimsy Card de Ars Magica. À partir du moment où tu prends le pouvoir sur la narration avec un élément que tu vas dire, maintenant, moi, même si tu as écrit ta campagne, je vais rajouter ça. Tu changes le truc, et pourtant, ça reste un jeu de rôle réputé classique. Donc, tu vois, là, l'input, il vient de la joueuse à ce moment-là. Et des fois, elles ne seront pas inspirées, il viendra du MJ, mais sur un jeu sans MJ, il y aura les mêmes dynamiques, en fait. C'est vraiment, voilà, pas une question de statut, mais de fonction, quoi. Merci Coralie, on va s'arrêter là. Merci beaucoup. Merci.